Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Extraordinaires élections, c'est vrai, tout à fait étonnantes. Car aujourd'hui, on vote en se bouchant le nez. On entend du matin au soir et du soir au matin, entre les deux tours, nous sommes entre les deux tours, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on entend ? Oui, je sais, ça fait mal, ça fait triste. Mais quand même, vous savez, il y a des priorités. Le moins pire, s'il vous plaît. De quoi s'agit-il ? Eh bien voilà, je t'aime, moi non plus. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Jamais Jane Birkin et Serge Gainsbourg ont été aussi d'actualité. Vous entendez, effectivement, vous avez entendu le sanglot long des désistements non pas de l'automne, mais de l'été, qui berce nos cœurs d'une langueur pas très monotone. Alors, je rappelle, 221 désistements, 221. 132 de la gauche, 83 du camp présidentiel, des macronistes et autres, et puis le reste, bien, quelques... Voilà. Et alors, ça a provoqué quand même, on entend, vraiment magnifique, c'est-à-dire que, par exemple, on va prendre quelques exemples. Le retrait d'un candidat insoumis devrait favoriser Gérald Darmanin dans le Nord. Comment ? Un candidat insoumis de la France insoumise se rebelle disait la police je hais la police tue, etc., tout sauf la police. Ils vont voter pour le ministre de l'Intérieur. C'est quand même intéressant. Et Elisabeth Borne, dans le Calvados, même chose. Le retrait d'un candidat de la France insoumise, enfin en tout cas du nouveau Front populaire, va voter pour Madame 49.3, alors qu'il dénonçait du matin au soir cette espèce presque de fascisme du 49.3. Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. Écoutez, heureux de vous recevoir. Comme toujours, vous êtes président du Cercle Aristote. Je rappelle que vous êtes éditeur, que vous publiez chez Jean-Cyril Godefroy et dans votre propre maison d'édition Perspective Livre, des auteurs que nous avons souvent reçus. Pierre-Yves Rougeron, on va parler de ce qui se passe. De quoi s'agit-il vraiment, cette créolisation peut-être des élections ou de la vie politique en ce moment. Mais auparavant, on va écouter 2 extraits. Alors, un extrait de quelqu'un que vous n'avez pas entendu depuis longtemps. Oui, franchement, depuis très longtemps. Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn est sorti de son silence pour dire qu'il allait voter. Et pour qui il allait voter, écoutez. Même si mes principes font que je n'aime ni la partie extrême de LFI, et je ne mélange pas tous les LFI là-dedans, ni le Rassemblement National, nous sommes devant un choix qui n'est plus celui-là, qui était peut-être celui-là au premier tour, mais qui n'est plus celui-là. Il est clair que les seuls qui peuvent constituer une majorité tout seuls, c'est le Rassemblement National, et les seuls qui peuvent constituer une majorité relative avec des alliés à trouver, c'est encore le Rassemblement National. Donc ce qu'il faut éviter, c'est de choisir, ce qu'il faut essayer de faire, c'est choisir entre 2 situations mauvaises. La moins mauvaise, c'est qu'il ne soit pas majoritaire tout seul. Ça veut dire que vous, Dominique Strauss-Kahn, vous vous imaginez mettant théoriquement un bulletin LFI dans l'urne. Oui, j'ai pas de problème à cela. Pas de problème à cela, bien sûr. Écoutez, c'est très embêtant. Qu'est-ce que vous voulez ? Entre 2 malheurs, entre 2 maux, il faut choisir le moindre, dit Dominique Strauss-Kahn. Et ce matin, Gabriel Attal aussi exprimait cette espèce de chuintement, de plainte. On sent la douleur, mais que voulez-vous ? Il y a des nécessités dans la vie. Écoutez sur France Inter ce matin, Gabriel Attal. Il y a beaucoup d'électeurs qui sont dans la situation de Stéphane. Et qui effectivement sont quelque part perdus et au 2e tour ont des difficultés à se positionner. Moi je le redis ici, tout me sépare de la France insoumise. Jamais je ferai d'alliance avec la France insoumise. Aujourd'hui la France insoumise n'est pas en situation d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale et de gouverner le pays. En revanche, l'extrême droite, le Front national, est en situation d'avoir une majorité absolue et de gouverner le pays. Donc ça fait pas plaisir, évidemment, à beaucoup de Français de devoir faire barrage au Front national en utilisant un autre bulletin qu'ils n'auraient pas voulu. Moi, je le dis ici, je considère que c'est aujourd'hui notre responsabilité que de le faire.
Voilà, notre responsabilité, ça fait pas plaisir. Voilà, on entend ça effectivement de tous les bords, de ce qu'on veut appeler, ce qu'ils cherchent à appeler l'arc républicain. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Pierre-Yves Rougeron, on assiste à quoi depuis quelques jours? On assiste, disons, à la fin de la représentation macronienne. Emmanuel Macron a toujours aimé être sur scène, a toujours aimé être un homme de théâtre, et là, il a joué à pile je gagne, face tu perds. C'est-à-dire qu'il avait deux choix. Quand il a décidé la dissolution, je vous le rappelle, il y a plus de 3 mois. Maintenant, certains médias mainstream l'ont reconnu que c'était un plan. Puis c'est Pierre-Yves Rougeron, c'est le père, en tout cas, d'Emmanuel Macron, qui a donné une interview au Dauphiné Libéré, qui a dit, alors c'est la responsabilité du père, qui a dit, c'est le père d'Emmanuel Macron, qui a dit, mon fils me l'avait dit depuis 3 mois. Vrai, pas vrai, voilà. Ah non, mais aujourd'hui, on sait que c'était au moins le cas depuis 3 mois. Oui. Or, il a joué à 2 grands scénarios. Parce que le problème d'Emmanuel Macron, c'est que soit il fait en sorte que le Rassemblement national prenne Matignon et il commence un scénario Mitterrand de pourrissement 86-88 dans l'optique de neutraliser le Rassemblement national pour la prochaine présidentielle. Soit il élargit le grand gouvernement central en plumant la volaille LFiste. En réalité, il est très mitterrandien, hein. Ouais. En plumant la volaille LFiste, comme d'autres ont plumé la volaille communiste. Alors vous me direz, pourquoi faire tout ça? Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire aux auditeurs. Ça peut faire plaisir à beaucoup de gens de voir Emmanuel Macron en apparence décontenancé. Et Dieu sait qu'à titre personnel, ça me fait plaisir à moi aussi. Mais je pense qu'il faut se rappeler que c'est un homme particulièrement retors et que, comme on disait dans d'autres temps, il gouverne mal mais il se défend bien. Or, je pense que il a fait le calcul suivant. Il faut se mettre dans la tête de qui il est. Lui, ce qui compte, c'est que le système qui domine la France, le seul système dans lequel il croit, le système euro-mondialiste, ne bouge pas. Et pour l'instant, il n'a pas bougé. Et ensuite, il reste, comme tous les siens, dans la théorie dite de l'omelette de Monsieur Juppé. Vous voyez, vous avez le cercle de la raison au centre, donc le jaune, et vous avez les 2 extrémités à couper. Comme on peut plus les couper à cause de la grogne sociale, on va les castoriser l'une contre l'autre, dresser les gens les uns contre les autres, et ça, Emmanuel Macron, et vous le savez mieux que personne, cher André Berkoff, il n'a pas son pareil. Les gilets jaunes, le Covid, c'est l'homme debout au milieu du chaos, mais surtout c'est l'homme debout au milieu de la haine, Emmanuel Macron. Et il aime ça. C'est Caius Detritus. C'est Caius Detritus chez Goscinny. C'est son truc. Et il est, rappelez-vous, il y a 6 mois, André, 6 mois, après le 7 octobre, il commence à nous dire, à faire dire par ses lieutenants, que le Front National n'est pas si non républicain que ça, que le vrai problème c'est LFI. Mélenchon participant de sa propre diabolisation, comme Le Pen en son temps. Et là, d'un seul coup, on réouvre les portes. Pourquoi? Parce que on a fait monter la pression dans 2 électorats que le bloc central ne peut plus avoir. On les dresse l'un contre l'autre et on les castorise l'un contre l'autre. Et donc, qui règne à la fin? Le bloc central. Et alors justement, Pierre-Yves Rougeron, mais est-ce que cette stratégie qu'il a effectivement et qu'il aurait depuis déjà quelque temps, voire quelques années, et effectivement on peut tout reprocher à Emmanuel Macron, sauf d'être intelligent et d'être stratège et calculateur, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais quand même, et je dirais de toute façon, on peut dire cela, Pierre-Yves Rougeron, quand même. Merci Macron d'avoir mis les Français en face de leur responsabilité. Parce qu'on aurait pu rester 3 ans, il n'y aurait pas eu la dissolution, il y aurait eu les élections européennes, comme vous dites, von der Leyen est réélu, ses sbires aussi, tout va bien dans le meilleur des mondes européo-mondialistes. Bon, il aurait pu dire, écoute, on va attendre, il n'y a pas d'urgence, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance ça. Alors, est-ce qu'il lance ça, comme vous dites, pour se dire, ils vont se déchirer, on a vu les échéants, les désistements, et puis il n'y aura pas de majorité absolue
plus, en fait, pour le Rassemblement national, dont je vais pouvoir manœuvrer, ou bien au contraire, il est prêt à la jouer. Vous dites, entre les deux hypothèses que vous avez évoquées, la première, effectivement, cohabitation avec le Rassemblement national, encore faut-il qu'il ait la majorité absolue, ils l'ont dit, Bardella l'a dit, mais après ça, est-ce que c'est plutôt, lui, gouvernement de coalition, est tiré, selon la théorie de l'œuf, de l'omelette? Alors, là, je pense qu'il a lancé les dés et que la France insoumise lui a donné la réponse en baissant son pantalon. Parce que maintenant que M. Mélenchon s'est rendu, comme disait François Hollande, Jean-Luc Mélenchon n'a qu'un seul défaut, il a été au Parti Socialiste 30 ans, ça le suivra toute sa vie, et croyez bien que Flamby connaît bien la maison. Or, maintenant que M. Mélenchon s'est rendu, alors je rappelle que pour les hommes de M. Mélenchon, Emmanuel Macron, c'était l'abomination de la désolation il y a 15 jours. Hein. Donc, maintenant qu'il s'est rendu, eh bien, le bloc qui sera censé vaincre le Rassemblement national pour la prochaine présidentielle est constitué. De toute façon, l'objectif, c'est très simple, André Berkoff. Emmanuel Macron veut terminer la destruction de la Constitution de la Ve République. Et pour ça, il ressuscite les apparentements. Exactement comme on le faisait contre les gaullistes. Mis à part que là, on le fait contre Bardella. Mais ça y est, la 4e République, et vous aviez reçu Éric Branca, je crois, il y a pas longtemps là-dessus, oui. La 4e République et sa pourriture est de retour. Ça y est, Emmanuel Macron a terminé son travail de destruction. C'est, de toutes les manières, il veut que le corps social ne se coagule pas contre lui. C'est aussi simple que ça. Et là, maintenant, le corps social ne se coagulera plus, il n'y aura pas de paix civile. Pardonnez-moi, commentaire extérieur. Il n'y aura plus de paix au sein du bloc populaire, pour parler comme Jérôme Sainte-Marie. Oui. Et donc, le bloc central est pour l'instant sécurisé. Après, Emmanuel Macron, son pire ennemi dans cette situation-là, et le pire ennemi de son successeur, qui qu'il soit, c'est Emmanuel Macron lui-même. Parce qu'il aime tellement la haine qu'il a encore 2 ans et demi pour augmenter la pression sociale. Et croyez-moi, il le fera. Voilà, on va en parler juste après. On va continuer à parler, Pierre-Yves Rougeron, après cette petite pause, parce que effectivement, certains lui ont dit c'est Caligula, c'est Néron, d'autres, etc., l'ont affublé de divers qualificatifs. Mais au-delà de ça, est-ce qu'aujourd'hui, quand même, n'y a-t-il pas eu un plafond de verre libéré? Est-ce qu'il n'y a pas eu une parole ou même des actes? On verra, qui votera verra dimanche, mais on va continuer d'en parler tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Je ne suis pas le seul. Hein. La France, les bureaux de vote, etc., etc. Nous sommes toujours avec Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote, écrivain, éditeur. On attend son prochain livre pour parler effectivement de stratégie électorale. Alors on est allé plus loin là, puisqu'il est allé jusqu'aux prochaines présidentielles. Et en tout cas, ce qui se passe. Mais Pierre-Yves Rougeron, parlons un peu quand même, ne les oublions pas. Est-ce que c'est désistement? À votre avis, moi je me pose la question, hein, on n'a pas... Est-ce que c'est désistement? Est-ce que les gens qui ont voté pour tel ou tel ou tel, qui ont voté, comme on sait, pour le Rassemblement national, qui ont voté, comme on sait, pour le nouveau Front populaire, qui ont voté, etc., est-ce que ces gens-là, qui ont leurs convictions, qui ont leurs opinions, qui sont totalement contrastées. Est-ce que les désistements, est-ce que quand un cacique du parti, ou une hiérarchie, ou etc., dit voilà, on va désister parce que faire barrage, hein, tout sauf et pas une voix pour, hein, on connaît le bon normal, très bien. Est-ce que les gens, les hommes, les femmes qui vont voter, et je vous rappelle qu'il y a eu 70% de votants, alors qu'on entendait 55 à 56 quand même, c'est intéressant. Est-ce que ces gens-là vont suivre, eux,
alors que les gens, les candidats, on comprend qu'ils suivent les consignes du parti ou de la formation. Est-ce que les Français vont suivre là, ou ne vont pas soit s'abstenir, soit mettre les mains dans les poches en disant, vous me demandez, moi, électeur d'Édouard Philippe, suivre Édouard Philippe et voter pour un communiste, ou moi, ceci ou cela. Parce que quid des Français? On a parlé des grandes manœuvres, mais quid des Français, des électeurs? Ça, c'est toujours très difficile à dire. On estime que dans un électorat, la consigne du parti, déjà, il y a 20% de l'électorat visé qui l'entend pas et qui n'en tiendra pas compte. Ah oui, 20% au moins, oui. D'accord. Si vous voulez, donc, et qui votera de toute façon, et particulièrement dans une élection aussi clivée que celle-ci, comme toutes les élections législatives décorrélées de la présidentielle, ça devient des élections législatives ultra clivantes. Tout à fait. La certitude du vote, elle est déjà faite chez l'électeur pour les deux tours. Là, ceux qui vont être interrogés, c'est ceux particulièrement de la France insoumise qui se sont désistés, ou pire, des candidats macronistes, parce que là, prenez les deux situations, André Bercoff. Oui. Vous êtes électeur à LFI, vos intérêts de classe, parce que le porte-monnaie ça compte quand même. Hein. Ben bien sûr. Quel que soit, parce que l'antifascisme, ça remplit pas le frigo. Donc, vos intérêts de classe, c'est quoi? Voter pour un macroniste qui a détruit vos conditions de vie depuis 7 ans, ou voter pour quelqu'un du Rassemblement national qui souvent est de la même classe sociale que vous, et qui a un programme sur lequel il faudrait regarder à 2 fois. Là, d'un seul coup, votre cœur balance. Mais encore plus si vous êtes macroniste. Parce que si vous êtes macroniste, vouloir voter pour quelqu'un de la France insoumise que vous avez insulté depuis des années, en les hitlérisant, même s'ils y ont participé, et d'un seul coup, devoir aller voter pour eux, alors qu'ils représentent la même piétaille populaire, en partie du moins, parce qu'il y a quand même beaucoup de CSP+, dans la France insoumise. Mais même s'il y a peu d'ouvriers à la France insoumise, le discours ouvriériste de la France insoumise, le macroniste moyen, il ne le supporte pas. Il a voté Macron pour plus entendre ça. Et lui, pour le coup, je pense que son transfert pour voter communiste ou pour voter LFI, là pour le coup n'est pas certain. Autant l'antifascisme peut faire marcher les neuneux, autant pour un électorat aussi près de ses intérêts de classe que l'électorat macroniste, aller voter pour la LFI, je pense que là, il va falloir plus que mettre des pédiluves devant et des passes à linge devant les urnes. Donc, en fait, effectivement, l'inconnu reste sur les résultats de dimanche, hein, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Premièrement, ce qui est une bonne chose parce que ça, si vous voulez, faut se rappeler, André, qu'on a fait les systèmes électoraux pour éviter d'avoir la violence comme arbitre politique. Donc d'un côté, mieux vaut que le système électoral marche. Si vous voulez, on n'est pas dans une élection oligarchique ou de parti politique. Vous savez, comme disait Pasqua, une élection interne dont on connaît pas les résultats 3 mois à l'avance, c'est inutile. Or là, pour le coup, c'est pas le cas. Laissons un peu de liberté aux Français. Absolument. Et laissons un peu de liberté aux Français. Néanmoins, tout est fait pour maintenant que le bloc central se reforme. Mais surtout, je le crains, Emmanuel Macron peut au moins regarder une de ses victoires en face, c'est qu'il a, si vous voulez, il y a eu des choses terribles qui ont été dites dans cet entre-deux tours, André. Et, si vous voulez, la quinzaine antifasciste, puisqu'on nous refait la énième quinzaine antifasciste depuis 2002, elle est haineuse au dernier degré, ça laissera de terribles traces dans l'opinion, et je pense que ce n'est pas pour déplaire à notre Néron acheté sur Wish. National. À votre avis, justement, vous avez écouté, bien sûr, comme tout le monde, le rap fait par 20 rappeurs, le No Passaran, vous savez, qui a été le grand truc, là. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais quand même, Nick, Marine et Bardella, etc., on en a parlé dans le Marine et Marion les putes, Nick Zemmour, je baise les faf, faut pas qu'il passe, il y a mon poste sous OQTF, etc. De l'autre côté, c'était, oui, tu partiras, sans les mettre en équivalence, bien sûr.
il y a eu effectivement beaucoup de haine. Il y a une France plus clivée que jamais, mais ça, face à face et côte à côte, on le sait. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est pas mal quand même d'avoir fait cette épreuve de vérité? On verra ce qu'elle donnera. C'est quand même une bonne chose. Vous croyez pas? Ah bah, de toute façon, moi je pars du principe que quand il n'y a pas de souveraineté, la démocratie est un théâtre d'ombre. Et tout ce qui peut déchirer le voile du théâtre d'ombre est bon. Notre ami Charles Gave dit souvent « Mieux vaut la fin de l'horreur que l'horreur sans fin ». Je répondrai par un grand penseur souverainiste qui est mort cette année, que j'aimais beaucoup, qui est un de mes proches, Norman Palma, qui avait emprunté une des devises de l'aviation « Tout atterrissage est un bon atterrissage ». Merci Pierre-Yves Rougeron. Écoutez, qui votera verra, on va suivre tout cela. Et je rappelle, lisez les livres que publie Pierre-Yves Rougeron, aussi bien chez Jean-Cyril Godefroy que dans les Perspectives libres.